se retrouve pour un nouvel épisode des Pincées du Cotentin. David, directeur du club de kayak Mer et Nautisme Cotentin, se plie aux règles du podcast. Il nous partage les atouts du Cotentin pour la pratique des sports nautiques. On vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, nous sommes au club de kayak Mer et Nautisme Cotentin, situé sur l'espace loisirs de Collignon, en compagnie de David Schlarta, directeur du club. Bonjour David, bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci. Merci de nous accueillir pour ce nouvel épisode. Donc pour commencer cette interview, on va vous poser quelques questions rapides en lien avec le Cotentin. Vous nous dites la réponse qui vous convient le mieux. Si vous voulez, vous pouvez nous expliquer pourquoi. Vous êtes prêts ? Très bien, parti. Donc vous préférez le Cotentin en été ou en hiver ? Les deux. Vous êtes plutôt plateau de fruits de mer ou produit du terroir ? Plateau de fruits de mer. Randonnée ou sport nautique ? Un sport nautique. Littoral ou bocage ? Les deux. Artisanat ou patrimoine ? Artisanat. Cidre doux ou brut ? Aucun. Kayak ou surf-ski ? Les deux. Donc merci pour vos réponses. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le club et vous aussi votre passion pour le kayak et le sport nautique ? Oui, bien sûr. Alors, le club de kayak, le CKMNC, existe depuis 1982. C'est un club qui est largement ancré sur le territoire du Cotentin, qui a pour vocation de développer les activités de pagaie, donc kayak, pirogue, surf-ski, comme vous disiez tout de suite, sur l'ensemble du territoire du Cotentin. C'est le club phare du Cotentin et le club phare de la région, puisqu'on forme aussi des moniteurs, etc., au niveau régional, voire au niveau national. Et le club est depuis 2 ans au niveau de compétition, le premier club français en National 1, donc c'est un grand club du territoire et voilà, qui a un beau terrain de jeu. Me concernant, je suis directeur de la structure depuis 2019, salarié ici depuis 2013 et j'ai commencé le kayak dans ce même club en 2002, donc ça fait quelques années maintenant. Donc une véritable histoire avec le club. Ah oui, complètement, oui. Puis c'est une histoire qui a commencé par le collège Cachin, qui a un lien très très proche avec le club de kayak, par une personnalité fondatrice du club, Ronan Hervette, qui a toujours fait le lien, et c'est un des éléments moteurs avec Guy Capiémon qui ont permis au club de kayak d'arriver là aujourd'hui. Et donc, quelles activités nautiques vous proposez au sein du club ? Alors, exclusivement des activités de pagaie et des jeux nautiques de bord de plage qu'on est en mesure d'encadrer avec les diplômes dont on dispose. Donc, ça va représenter le paddle, le wave ski, la pirogue, le kayak de mer, le kayak évolutif qu'on appelle le kayak de location tout public, le surf ski, l'outrigger, voilà, tout vraiment ce qui est propulsé par une pagaie. Et puis des jeux de bord de plage, des jeux sportifs, de life-saving, de sauvetage côtier, etc. On est en mesure aussi de proposer ce genre d'activité plutôt sur l'été. C'est moins notre fonds de commerce, c'est vraiment pour de l'animation estivale. Et donc, parmi tous les sports que vous avez cités, il y en a qu'on connaît, d'autres un peu moins. Comment le club il s'est adapté justement à l'évolution de ces nouveaux sports ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des tendances et de ces derniers sports qui ont émergé ? Alors, l'origine du kayak, c'est le kayak de mer traditionnel, kayak de mer ponté, dans lequel on a les jambes enfermées. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est historique et qui est peut-être maintenant très technique et peut-être même techniciste. Peut-être. C'est peut-être pas l'évolution du kayak. Ce qui est sûr, c'est que la tendance, c'est de rassurer les gens, et le kayak ouvert, ce qu'on appelle sit and top, dans lequel on n'a pas les jambes enfermées, se démocratise de plus en plus. Que ce soit pour la partie grand public comme pour la partie compétition. Les kayaks de compétition sont aussi des kayaks ouverts. Donc le kayak traditionnel groenlandais, inuit, restera une pratique indispensable pour l'apprentissage, mais pour la démocratisation, on va peut-être aller sur autre chose, effectivement. Et on se retrouve sur des supports comme le kayak de location, le surf ski qui est arrivé en compétition ici en 2004 à peu près. Alors le surf ski, c'est un kayak de compétition qui est très fin et très long. Ça va faire entre 42 et 53 cm de large pour 5 à 6,50 m de longueur. Donc c'est des petites allumettes. On est assis dessus, ça se dirige avec les pieds. On a un petit gouvernail qu'on active avec les pieds et on cherche la plus grande vitesse dans des conditions de mer qui peuvent être très formées en compétition sur des distances de 20 à 30 km. Donc ça, c'est la pratique compétitive du kayak de mer maintenant. Depuis 2004, c'est ce format-là, et qui est le format international aussi. Donc là, on est plus sur la recherche de sensations. De sensations de glisse et de performance, mais la performance, elle peut tant être au niveau sportif qu'au niveau personnel. C'est aussi un outil de fitness. Et ça se démocratise beaucoup dans ce sens-là, où il y a des bateaux qui sont beaucoup plus stables, qui ont le même profil. On a une posture de gainage qui est très intéressante, travail du bassin et de l'ensemble de la posture dorsale.
et qui permet vraiment de faire de l'activité fitness sur quelque chose qui n'est pas très cardiaque, puisque le cardio monte progressivement, donc c'est vraiment ouvert à tous et accessible. Il y a un large panel d'activités. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut pratiquer le sport chez vous? Raisonnablement, sur de l'animation et du jeu, on va pouvoir commencer l'été 6-8 ans, mais sur des petites périodes de jeu en bord de plage. On peut ensuite commencer à utiliser une pagaie plus sérieusement à partir de 8 ans en passant par un créneau piscine qui permet de s'aguerrir un petit peu de gestes techniques. Ensuite, on est plus sur 10-12 ans quand même pour pouvoir résister aux quelques coups de vent qu'il peut y avoir à Cherbourg et dans le Cotentin, qui sont très rares évidemment, mais voilà, on va plutôt être sur 10-12 ans pour pouvoir commencer à pratiquer. Et pour l'âge limite, il n'y en a pas, hein, ça dépend de l'état de forme des pratiquants. Notre plus ancien ou notre plus noble pratiquant doit avoir 76 ou 77 ans actuellement et il navigue encore très bien. Ça conserve. Et je ne sais pas si ça conserve ou si c'est parce qu'ils sont conservés qu'ils peuvent faire du kayak, mais en tout cas, ils sont là. Et donc, vous adaptez aussi aux compétences des participants. On peut venir aussi bien débutants que des personnes pour faire de la compétition? Oui, absolument, oui, oui, il y a l'accès pour tous les niveaux, la partie loisir comme la partie compétition. Et même dans la partie compétition, on reste ouvert à la recherche de performances individuelles de chacun. C'est-à-dire que celle ou celui qui voudra performer au niveau régional ou au niveau, un petit niveau national aura autant sa place que celui qui va aller faire les championnats du monde. Et ils vont se côtoyer sur des entraînements communs et c'est vraiment l'objectif de la structure, c'est de permettre à ceux qui vont faire les championnats du monde d'être aussi régulièrement sur l'eau avec ceux qui ne les feront pas, mais qui puissent s'observer les uns les autres, quoi. Donc comment vous fonctionnez? Il y a des systèmes, d'adhésion où vous dites il y a peut-être des personnes comme ceux qui ont un objectif, plutôt de compétition qui viennent régulièrement et aussi, quelqu'un, un touriste ou un habitant peut venir à la journée ou à la demi-journée pour louer du matériel? Alors, il y a effectivement deux types de participation. Il y a la participation club, comme dans tous les clubs sportifs, où on prend effectivement une adhésion, et la participation touristique, où là, on est sur un contrat de location, un contrat de prestation, d'encadrement. Ça va être systématiquement dans ce cas-là avec un salarié professionnel, alors que l'activité club peut être encadrée par des diplômés bénévoles. Donc voilà, et c'est d'ailleurs, on a une équipe de bénévoles et professionnels qui encadre l'activité du club. Les professionnels seuls, on est 2 professionnels à l'année plus un alternant, ne pourraient pas absorber la charge de pratique club. Donc on a un ensemble de moniteurs bénévoles qui permet d'absorber cette charge de pratique. Et pour la partie estivale, effectivement, on est sur de la location, des cours particuliers, des séances découvertes ouverts au premier coup de pagaie sans problème. Et est-ce que vous voyez un engouement pour un sport spécifique ou ça change chaque année? C'est en fonction de quoi? Alors, il y a des tendances et des modes qui s'écrasent assez vite en fait. Il y a eu notamment, je pense en 2011-2012, l'arrivée du stand-up paddle. On s'est évidemment approprié aussi le support, on s'est formé également en se disant qu'il fallait pas louper le coche. Effectivement, ça s'est développé, mais actuellement, on n'est même pas sur du 50-50, on est encore plus sur du kayak. Le stand-up paddle a été perçu comme un engin de plage, au même titre que le petit bateau gonflable qu'on achetait dans les années 80 pour ses enfants. Et c'est plus comme ça qu'il semble être pratiqué maintenant. J'ai presque envie de dire tant mieux, parce que quand on va plus loin avec un stand-up paddle, on prend aussi plus de risques. Mais en tout cas, on ne se ferme pas aux nouvelles pratiques. Au contraire, on ne se dit pas que le mieux c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui pour nous paraît bateau, banal ou quotidien, c'est peut-être déjà nouveau pour des gens qui ne l'ont jamais pratiqué. Donc quand on cherche absolument à se dire: «Oh, le kayak classique, c'est trop classique», ça l'est peut-être pour nous parce qu'on en fait tous les jours. Peut-être qu'on c'est un biais de non-confirmation, mais en tout cas, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de kayak, c'est déjà nouveau et c'est déjà particulier, c'est déjà exceptionnel. Et donc justement, comment vous démocratisez le kayak et les sports nautiques? Comment vous favorisez cet apprentissage au plus grand nombre? On facilite l'accès par des matériels de plus en plus faciles. L'idée, c'est que les personnes montent en sécurité, stables et que leur première expérience soit positive. C'est-à-dire que si elles montent sur un kayak qui est déjà très technique et qu'elles tombent à l'eau tout de suite, elles vont percevoir une marge de progression trop grande et elles vont pas continuer. Donc c'est vraiment investir sur une gamme de matériel qui permettent d'aller de quelque chose de très très stable et ensuite de varier progressivement sur différents types de bateaux, de plus en plus techniques ou pas. Voilà, il y a des gens qui aiment bien aussi rester sur leur bateau, pratiquer, venir une fois la semaine au club et puis faire leur petit tour dans l'eau. Donc la démocratisation, elle passe par la sortie de ce modèle de dire le kayak de mer, c'est ça, c'est du kayak fermé avec une jupe,
les jambes à l'intérieur et c'est tout. Non, le kayak de mer, c'est un bateau qui flotte, une pagaie. Et après, c'est la découverte du paysage, la découverte de l'eau, l'exploration, c'est ça le kayak de mer. Et vous parliez des bénévoles et des moniteurs. Quel rôle jouent les moniteurs auprès du grand public et des pratiquants? Alors, l'encadrement est indispensable, on reste sur une activité de pleine nature. Les moniteurs permettent déjà d'apporter les bases techniques et surtout de tempérer et de réguler un petit peu les émotions des pratiquants. Le fait qu'il y ait un moniteur sur l'eau à côté, ça apaise, ça permet de dire là ça va, là il faut que tu accélères ou là on va passer ici. Ça guide le pratiquant dans un espace qui est comme en escalade complètement ouvert et quand on ne le connaît pas, on ne sait pas où il faut se placer, où il faut aller. Voilà, donc le moniteur est extrêmement important. Et on a très très peu de sorties, que ce soit en sortie club ou en sortie touristique estivale, on a très très peu de sorties qui se font sans moniteur ou sans personne référente, en tout cas reconnue comme pouvant accompagner un groupe. Et c'est quoi les critères pour quelqu'un qui souhaite devenir moniteur, en fait? Quels sont les critères pour devenir moniteur? Alors, le premier critère, c'est l'envie de transmettre. C'est comme tous les métiers d'éducateur. Si on n'est pas à l'aise avec le relationnel, avec l'échange et avec l'envie de transmettre, c'est pas la peine de se présenter dans cette fonction-là, qu'elle soit bénévole ou professionnelle. Pour le reste, un minimum de compétences techniques et d'apprentissage feront le travail. Mais une personne motivée qui a envie de transmettre, elle va pouvoir accompagner sur l'eau. En fonction de son niveau technique, elle pourra accompagner dans telle ou telle condition, tel ou tel public, tel ou tel effectif. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes référentes qui vont pouvoir encadrer on va parler en Beaufort, jusque 3 Beaufort, un groupe de 10 personnes, parce qu'on va les reconnaître jusqu'à ce niveau-là. D'autres qui vont pouvoir encadrer, c'est le cas de mon collègue et moi-même, sans limite de conditions météo, parce qu'on a le diplôme qui permet d'engager, voilà, puis de prendre les bonnes décisions avec les bonnes observations. Voilà, on peut encadrer aussi à son niveau. Mais c'est le principe de la loi d'association de 1900, hein, c'est que n'importe quel adhérent d'une association peut transmettre aux autres adhérents sa passion avec le niveau qu'il peut leur transmettre. Et à l'heure actuelle, vous êtes combien dans l'association? En adhérent, on est près de 200. En encadrant, on a une équipe professionnelle et bénévole d'une quinzaine, si je ne me trompe pas, donc avec des personnes diplômées d'État, des personnes diplômées fédérales et des personnes non diplômées, mais qui ont le niveau d'encadré, donc on a reconnu par une validation interne. J'imagine qu'il y en a qui ont commencé en pratiquant et qui Oui, deviennent... absolument. Oui, on a très très peu de personnes qui viennent en disant bonjour, je veux encadrer. Elles viennent d'abord en disant bonjour, je vais faire du kayak et après elles ont envie de C'est faire voulu. autre chose. Voilà. Et donc tout à l'heure, vous parliez de niveau compétition. Est-ce que vous pouvez nous parler des principaux événements que vous organisez? Alors le club organise des compétitions depuis, je crois que la première date de 1992. J'étais tout juste né. Depuis, c'est quasiment annuel. Les derniers grands événements, donc c'est 4 championnats de France, déjà 2001, 2014, 2010, pardon, 2014 et 2017, 4 championnats de France N1 qui ont été organisés, des championnats d'Europe qui ont été organisés en 2021, donc avec 15 pays qui ont été accueillis. Et puis tout récemment, cette année, l'attribution des championnats du monde pour 2028. Donc en 2028, on devrait accueillir entre raisonnablement 27 et 35 nations, 400 coureurs sans les accompagnants, sans le staff, sans les familles. Pour vous, c'est une belle opportunité aussi. Une belle opportunité, une belle reconnaissance, puisque c'est la continuité du travail des championnats d'Europe, avec une particularité, c'est qu'on a un très très fort soutien des collectivités, mais l'équipe d'organisation technique, elle est essentiellement issue club. Contrairement à d'autres événements qui peuvent être pilotés par les collectivités, des professionnels des collectivités de l'événementiel, là, le pilotage, il se fait exclusivement, quasiment par de la ressource humaine du club de kayak ou du réseau du club de kayak. Mais avec, je le rappelle, un très fort soutien et financier et matériel, et parfois certaines compétences en termes de communication des collectivités. Donc c'est vraiment une vraie reconnaissance. C'est l'aboutissement un petit peu d'une démarche qui plaît autant aux compétiteurs qu'aux bénévoles, puisque les bénévoles se forment en fait, et même sur un CV dans une ligne bénévole, et référente, je pense à Isabelle, notre présidente de club, référente de la commission bénévole et du protocole remise des prix au championnat du monde, ça se met en avant très largement, quoi. Ouais. Et c'est aussi une superbe expérience humaine à vivre, j'imagine. Oui, à la sortie des championnats d'Europe, on s'était dit qu'on ferait un break et qu'on ne signerait pas tout de suite parce que c'est quand même usant au sens positif. Et puis dès que s'est présenté l'opportunité de monter le dossier pour 2028, on ne s'est même pas posé la question. Je pense qu'on avait tous récupéré, on était prêts à repartir aussitôt. Quelle est la place des sportifs locaux dans ces compétitions internationales?
Alors, on a des sportifs qui participent jusqu'au niveau international depuis quelques années maintenant. Donc, moi, j'ai moi-même la chance d'avoir été plusieurs fois en équipe de France, médaillé au championnat d'Europe et d'avoir fait un top 10 en championnat du monde. 2028, j'aurai quelques années de plus, donc ça sera peut-être plus ou pas ma place. On a d'autres jeunes qui sont en train d'arriver. On a un moins de 23, Jean-Baptiste Herper, qui fonctionne très bien en ce moment. Et puis des plus jeunes, là, on a une relève qui est en train de se mettre en place. Je pense à Aloïs Souillard, à Roman Penverne, à Noah Maouli-Chaulieu. Voilà, on a quelques jeunes qui ont l'air d'avoir quelques étoiles dans les yeux quand ils montent sur un surf ski. Donc on espère pouvoir les garder le plus longtemps possible jusqu'en 2028, pourquoi pas. Et vous, comment vous les soutenez justement, ces sportifs locaux, au niveau du club? Bah, en fait, le club accompagne énormément les sportifs, c'est-à-dire que sur chaque déplacement, ils vont payer très peu de choses dans la mesure du possible. Heu, les compétitions, par exemple, pour les jeunes, ils vont pas payer leurs frais d'inscription, ils vont pas payer leurs frais de déplacement, ils vont payer une partie de leur hébergement. Voilà, on les soutient comme ça. Ça, c'est pour la partie un petit peu logistique. Pour la partie matérielle, on leur met à disposition les bateaux de compétition. Un bateau de compétition, c'est entre 3 000 et 4 000 euros. On comprend qu'un jeune n'ait pas les moyens de s'acheter son propre bateau de compétition. Donc, on a un parc de matériel et ensuite, par projet, par objectif, on fait des attributions à l'année de tel ou tel matériel à tel ou tel jeune. Il en est responsable, il doit l'entretenir et voilà, il peut naviguer dessus. Et puis évidemment, c'est de l'accompagnement de ressources humaines, donc avec Emeric et puis moi-même et Jean-Baptiste depuis 1 an et demi. On est là au quotidien pour les écouter, les accompagner, participer au réglage, répondre à leurs questions, leur donner des conseils d'entraînement. Tout. Et vous les accompagnez sur les courses? Oui, bah, on est encore tous compétiteurs. On a la chance d'avoir des salariés qui sont, j'allais dire encore, il n'y a pas de raison que ça ne soit plus, mais passionnés et qui sont aussi compétiteurs et qui aiment bien prendre le départ de temps en temps aussi, hein. Donc vous partagez ça avec eux. Voilà, absolument. Et donc là, c'est vraiment plus des grands événements. Est-ce qu'il y a des événements un peu plus adaptés, ouverts au grand public? Oui, on essaie vraiment de se positionner sur les 2 pans, le pan de compétition, haut niveau et le développement territorial. Le développement territorial va passer par des trails nautiques qu'on met en place, alors qu'ils marchent plus ou moins bien. En général, celui du mois d'août marche bien, on en fait 2 dans l'été, en juillet et en août. Le prochain a lieu le 24 août par ailleurs. Donc c'est vraiment un petit trail avec des parcours, différents, jaune, vert, rouge par niveau de difficulté. Les gens s'engagent sur le parcours, nous on sécurise le parcours et ils répètent ce parcours pendant 2 heures, le temps qu'ils veulent. Et Sur le quoi? Que non, exclusivement kayak ou que ce qu'ils veulent? tout ce qui est à la propulsion, humaine, donc en dehors des voiles puisqu'on n'a pas de prérogative là-dessus, mais si un nageur veut s'engager sur un parcours avec une bouée de sécurité évidemment, il peut s'engager à la nage sur ce parcours, un navire est le bienvenu, une barque est la bienvenue, à la rame, voilà toutes ces embarcations sont les bienvenues. C'est vraiment, faire une fête de la pagaie, de l'embarcation légère, sur ces événements-là. On participe aussi autant que possible aux animations locales, à la fête du Port du Béquet, qui est un grand partenaire. Et depuis cette année, on s'est lancé sur une fête de la musique jeune, avec en même temps qu'un vide-grenier, en partenariat avec l'association des parents d'élèves du Béquet. Donc on a fait la première édition cette année, ça a plutôt très bien marché. Bon, le soleil était au rendez-vous, donc ça a aidé. Mais en tout cas, il est très fort probable qu'on reproduise l'expérience l'année prochaine. Et vous voyez que par ces événements, en fait, des personnes découvrent aussi vos activités et ça leur donne envie de peut-être d'aller un petit peu plus loin? Oui, complètement. C'est 2 réseaux complètement différents. On a beau organiser les compétitions au plus haut niveau, faire toute la communication qu'on veut, on va toucher les personnes qui sont intéressées par le sport et on va toucher les personnes qui sont pratiquantes de l'activité qu'on est en train d'organiser. On va pas spécialement toucher les gens qui s'imaginent pas qu'ils peuvent pratiquer du kayak autrement qu'à ce niveau-là. Et une fois qu'on passe sur le vide-grenier notamment, où on a brassé sur une seule journée un peu plus de 2000 personnes. On a récupéré des stagiaires sur l'été, on a récupéré des gens qui sont venus louer, etc. On se fait découvrir différemment. Et ça nous paraissait important. On n'avait pas perçu cet enjeu-là. En fait, on se rend compte qu'effectivement, euh, être un club sur un territoire, c'est pas faire que, pour se faire connaître, c'est pas faire que son domaine de compétition, c'est aussi être capable de faire vivre le territoire pour montrer qu'on est là et que les gens ensuite viennent et découvrent les activités. Et on a vraiment vu la différence avec ce vide-grenier en se disant, bah, on a quelque chose de très populaire, très grand public, et les gens qui pensaient même pas pouvoir mettre un pied dans un kayak se rendent compte qu'on ne fait pas que de la compétition. Ah, génial.
Et donc, quelqu'un qui nous écoute, qui souhaite en savoir plus sur ce que vous faites et qui veut réserver, comment ça se passe? Alors, il peut appeler soit il ou elle, peut Oui. appeler soit directement au club de kayak avec le numéro de téléphone que vous trouverez sur Internet, ou envoyer un mail, ou passer directement sur les heures d'ouverture du lundi au samedi. Génial. Et alors, on va parler un peu plus maintenant de vous. Est-ce que vous pouvez nous partager vos coups de cœur locaux dans le Cotentin? Ça peut être une bonne adresse, un autre sport, un spot. Alors ça, c'est pas facile. Mes coups de cœur dans le Cotentin, alors hein, j'ai un petit coup de cœur pour le Val de Serre, la balade à pied on va dire de Porpigno jusqu'à la pointe de Néville, qui est toujours très apaisante, très calme, avec peu de dénivelé, donc c'est pas trop physique. Même si marcher dans le sable pendant quelques kilomètres, ça peut le devenir. On croise souvent des phoques, on a la mer d'un côté, le bocage de l'autre, avec les cygnes sur les étangs côté terre. Donc c'est vraiment une petite balade ressourçante que j'aime beaucoup. Ensuite, évidemment, on peut pas ne pas parler de la Pointe de la Hague, que ce soit pour son caractère de randonnée ou son caractère maritime. Là, c'est plus le côté pagayeur qui va parler. Évidemment, quand on peut passer le nez de Jobour en kayak et se faire plaisir à naviguer là-bas, c'est toujours une vraie satisfaction. Et pour vous, qu'est-ce qui rend le Cotentin unique et pourquoi voilà, des personnes qui ne sont jamais venues dans le Cotentin devraient venir visiter le territoire? Eh ben, le Cotentin, c'est une petite, je dirais que c'est une petite Irlande dans le nord du département. On a vraiment quelque chose d'atypique qui part de, alors c'est ma vision, peut-être qu'elle est fausse, mais on va dire qui part de Flamanville et qui va jusqu'à Kinéville, où on a des paysages variés. On a une pointe rocheuse, des zones plus sableuses, la Grande Rade de Cherbourg en plein milieu qui vient presque couper ces deux zones différentes, l'est et l'ouest. Donc c'est assez atypique. Non pas qu'après ce ne le soit pas, mais on est plus sur des grandes plages qu'on va retrouver de manière un peu plus standard sur des paysages foncés. Alors une petite Irlande ou un petit morceau de Bretagne dans le nord de la Manche, voilà, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et puis quand il fait pas beau, il y a toujours un endroit où il fait beau. C'est très rare qu'on ait la même météo sur l'ensemble du Cotentin. Il y a toujours, quand on échange avec des camarades, bah, toi t'étais où aujourd'hui? Moi j'étais là, il a plu. Ah, moi j'étais à 4 kilomètres plus loin, il a pas plu. Voilà, c'est toujours, on peut toujours s'abriter de la pluie sans se mettre à l'intérieur quand on vient dans le Cotentin. Génial. Ben, merci David pour votre accueil et pour toutes les actions aussi que vous menez sur le Cotentin. On espère que cet épisode aura donné envie aux visiteurs et aussi aux habitants de découvrir de nouveaux sports nautiques et aussi de découvrir les eaux du Cotentin. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. Podcast en Cotentin est un podcast imaginé par l'Office de tourisme du Cotentin et produit par les Cotentinois. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles ainsi que sur le site podcast.encotentin.fr. Suivez également l'Office de tourisme du Cotentin sur les réseaux sociaux.